bonjour ou bonsoir, puisque c'est la dernière présentation, je crois, François. Alors, sur les rançongiciels, ce n'est pas la première année qu'on évoque ce sujet, et ça pouvait éventuellement faire débat de revenir dessus, mais vous avez vu au travers de différents exemples qui ont été évoqués que ça reste un vrai sujet d'actualité pour tout le monde. Et en réalité, on peut parler d'un changement de dimension, d'une explosion selon les termes, du développement de ces rançongiciels, avec les cryptolockers, donc les rançongiciels chiffrants, qui empêchent l'accès aux fichiers en les chiffrant, et d'autres variantes qui se sont développées tout au long de l'année et de l'année précédente, avec une accélération si on met sur une frise chronologique les développements qu'on peut retrouver. Si on observe la même chose sur les événements dans l'actualité, du point de vue de ce qui apparaît dans la presse, on a un foisonnement au cours de l'année 2016 d'observations liées au rançongiciel. Alors, d'abord quelques questions sur le phénomène de façon globale, et puis ensuite un certain nombre d'exemples sur justement ces types de variantes. Donc comment on l'attrape aujourd'hui, ce type de menace? Dans une étude qui a été commandée par Malwarebytes auprès de Osterman Research, focalisée beaucoup sur les États-Unis, mais aussi sur certains pays européens, on observe que le courrier électronique est aujourd'hui en tête de la diffusion de ce type de menace. Un retour du courrier électronique comme vecteur de la diffusion, soit par la diffusion d'un lien, soit par une pièce jointe, avec Dridex, etc., qui permet de relayer ce type de virus notamment. Et ensuite les sites web, bien entendu, qui sont aussi un mode de propagation. Donc les vecteurs classiques et une reprise du courrier électronique. Ça concerne bien entendu pas que les pays éloignés. La France a été particulièrement touchée. On peut citer l'AFP au mois de mars parmi les exemples intéressants de victimes de ces rançongiciels. Alors, combien est-ce que ça rapporte? C'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dedans? Il n'y aurait pas autant d'activités si ça ne rapportait pas beaucoup d'argent. Le FBI, au mois d'avril, avait révélé qu'ils avaient 260 millions de dollars de préjudice qui leur avaient été déclarés sur leur plateforme pour les 3 premiers mois de l'année. Et donc, on parlait de 1 milliard de dollars de revenus aux États-Unis. En réalité, le FBI, sur sa plateforme, reçoit des signalements d'incidents d'un peu partout dans le monde. Ça donne quand même une bonne idée de l'ampleur du phénomène. Et les raisons derrière tout ça peuvent apparaître, par exemple, dans une étude qui est commandée IBM à destination des victimes de ces rançongiciels. Et plus de 50% des consommateurs finissent par payer, plus d'1 sur 2 dans cette étude. Donc là, c'est public essentiellement américain. Et plus de 70% des responsables dans les entreprises finissent par payer la rançon. Et donc, c'est en fait quelque chose de très efficace. On a un retour sur investissement qui est très très efficace quand on atteint ces taux. Il y a en gros 10% de chances qu'une personne qui reçoit un courrier électronique ou qui visite un site se fasse infecter, et la moitié d'entre elles vont finir par payer. Donc c'est très très efficace. Alors un rappel, quand on parle de rançongiciel, de réclamer des rançons, c'est en droit une extorsion, et ça peut se réaliser par d'autres biais que des moyens très techniques. Il y a toujours des menaces de rançon, par exemple par courrier électronique, liées aux attaques au déni de service qu'on évoquait tout à l'heure, comme dans l'exemple qu'on voit ici, qui date du mois d'avril. Toutefois, il y a des développements techniques qu'on peut observer, et je vais en citer quelques-uns. Au mois de février, Critrony, qui est une variante de ces rançongiciels chiffrants, qui était observée ciblant les plateformes Windows, a été observée sur des serveurs Linux, en particulier des serveurs web. C'était le même code exactement qui ciblait ces serveurs, et surtout c'était la même signature qui était utilisée par les délinquants. Ils plaçaient un fichier
index.php dans la racine du site et chiffrer en AES 256 le contenu du disque et notamment tout un tas de fichiers qui sont importants au fonctionnement du serveur et aux données qui sont stockées. Et particularité intéressante, une chatroom intégrée dans la page web qui était installée. Donc il fallait rentrer un code, un des noms de fichiers modifiés, et commencer à discuter avec les délinquants pour discuter la rançon, etc. C'est une évolution technique intéressante. Petya, au mois de mars, là chiffre le disque entier et non plus uniquement les fichiers. Donc on voit sa machine redémarrer, on croit qu'il est en train de faire une vérification du disque, le check disque qu'on pouvait avoir sous DOS il y a quelques années, et à la place, au bout de quelques minutes, on voit apparaître une tête de mort, et on est invité à visiter une page web sur laquelle on a 7 jours pour payer la rançon. Keyranger, macOS X est aussi ciblé. On a vu tout à l'heure que iOS était peu ciblé dans le domaine du mobile. Du côté des plateformes PC, macOS est aussi de temps en temps ciblé. Ici, un mode de diffusion intéressante via une nouvelle version d'un logiciel d'accès à des téléchargements par BitTorrent qui incluait en fait le virus. Donc il y avait une modification du logiciel dans sa version téléchargeable sur le site web du diffuseur. Les téléviseurs, alors ça a été cité tout à l'heure par Hervé, Flocker sur Android TV et une vague apparemment d'atteinte au Japon. Alors ça c'est une atteinte assez intéressante parce que les fabricants n'y étaient pas préparés manifestement puisque la réaction de LG dans ce cas-là était pas forcément très adaptée à poursuivre ce type de problème et puis on voit que le message s'affiche de travers sur l'écran, donc même l'attaquant ne pensait pas forcément s'en prendre à des téléviseurs. Toutefois, ça va être difficile pour la victime. Ici, ce n'est pas un rançongiciel chiffrant, c'est juste un bloqueur. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès aux fonctions habituelles qu'on a sur le téléphone, on ne peut pas le remettre à jour au réglage d'usine, et donc il faut avoir un accès avancé dont seul le constructeur dispose. Et donc la réaction n'est pas forcément évidente. Et quand on a payé une télé 2000 € pour Noël ou pour regarder les matchs de foot, etc., on est assez mécontent de ne plus pouvoir s'en servir. Petya Misha. Petya que j'évoquais un petit peu avant a une évolution intéressante. Il a été diffusé. Adrien évoquait tout à l'heure la notion de as a service. Le ransomware as a service était offert pour Petya. Ici, il y avait une info intéressante. Les retours pour l'affilié, c'est-à-dire celui qui diffusait le virus au nom ou pour le commanditaire, dépendaient du volume de revenus générés. Et donc de 25 à 85% en fonction du nombre de dizaines de bitcoins qu'on arrivait à générer par la diffusion de ces malwares. Donc c'est pas basé sur le nombre de contaminations, mais bien sur le nombre de paiements, donc l'efficacité finale du délinquant. Ici, Petya cible, c'est assez intéressant, essentiellement le marché allemand, des victimes en Allemagne. Popcorn Time. Alors vous connaissez peut-être ce logiciel de visualisation de vidéos. Là, c'est une version ransomware qui vous propose soit de payer la rançon, soit d'infecter 2 copains pour récupérer ces fichiers. Alors ça, c'est une évolution intéressante. Et pour se justifier, le délinquant explique qu'il est en Syrie, qu'il a perdu ses 2 parents et sa petite sœur. Alors c'est peut-être vrai, mais en général c'est faux, ce genre de revendication par les cyberdélinquants. Et il explique qu'il fait partie d'un groupe d'étudiants en informatique en Syrie. Autre évolution un peu plus surprenante, des versions qui vous éduquent. Donc si vous réagissez rapidement et que vous allez lire, donc là il y a eu différentes versions, celui-là s'appelle Jigsaw, si vous allez lire 2 articles de sensibilisation sur le sujet des rançongiciels, vos fichiers seront déchiffrés. Ah oui, c'est le RSSI. Alors sauf que
Ou c'est l'ANSSI, oui. Sauf que si vous ne réagissez pas assez vite, si vous ne vous sensibilisez pas assez vite, vous perdez vos fichiers. Hein, ils les détruisent effectivement. Donc il y a deux aspects. Il n'y a rien à gagner pour le délinquant, c'est assez bizarre cette évolution. 2017, le tout début d'année, ça continue évidemment. Il y a eu quelques événements intéressants au tout début janvier qui me semblaient intéressants de relever. Killdisk qui cible des plateformes Linux et qui demande 250 000 $ de rançon en Bitcoin. Et les bases MongoDB, massivement ciblées. Là, c'est une démarche un petit peu différente, mais différentes équipes qui se battent pour bloquer un certain nombre de bases de données MongoDB malheureusement vulnérables un peu partout dans le monde, alors que la protection contre la faille qui est exploitée est disponible depuis 2014. Il y a encore énormément de ces bases qui contiennent parfois des données importantes pour les entreprises ou les organisations concernées qui sont accessibles, et elles sont chiffrées, rendues inaccessibles. Et dans ce cas-là, il y a très très peu de gens qui ont payé et qui ont réussi à récupérer leurs fichiers, donc une intention malveillante assez forte des délinquants à noter. Et donc il y a des initiatives, on n'a pas évoqué cette année d'arrestation dans ce domaine, il se trouve qu'il y en a eu une ou deux, mais dans le domaine du ransomware chiffrant notamment, le plus important c'est la prévention, mais ça ne suffit pas. Et donc il y a eu un effort d'un grand nombre de partenaires, dont Europol, un certain nombre d'éditeurs, des services de police un petit peu partout dans le monde soutiennent maintenant cette initiative, dont la police judiciaire française. L'idée, c'est d'apporter non seulement des moyens de prévention, mais un outil de diagnostic pour comprendre si la menace face à laquelle on est confronté a une réponse, et donc s'il y a des outils de déchiffrement qui sont disponibles, et ils sont disponibles pour de plus en plus de ces logiciels malveillants. Et depuis quelques semaines, donc depuis le 15 décembre, une version en français, grâce à l'association CECIF, à laquelle nous participons. Et donc c'est plus accessible encore pour le public en France. On incite aussi à déposer plainte dans cette plateforme, et on explique aux gens comment déposer plainte dans les différents pays. Il y a des conseils qui sont rappelés. Avoir des logiciels de sécurité, être à jour, etc. Faire attention sur ce sur quoi on clique. Avoir des sauvegardes. Et même dans certains cas, pour les informations les plus importantes, les plus sensibles, une deuxième sauvegarde dans un autre endroit. Et puis, ne pas payer la rançon. Alors ça, c'est un message qui est compliqué à faire passer. Une des raisons principales, un des arguments principaux, c'est que dans beaucoup de cas, les gens ne récupèrent pas leurs fichiers. Et deuxièmement, il y a d'autres moyens de récupérer ces informations. Si on a fait des sauvegardes, on peut les récupérer, ça prend du temps, etc. Et puis, des fois, il est quand même possible de les récupérer parce qu'on les a partagés, parce qu'on les a échangés sur des serveurs avec d'autres personnes, etc. Si on y met le temps, souvent, on récupère une grosse partie de ces fichiers. C'est ce que vivent les entreprises. Et donc, il ne faut pas baisser les bras et tomber dans la facilité de payer. Surtout que le risque, c'est qu'on ne récupère rien au bout du compte. Et puis surtout, si on n'a pas fait une analyse complète de la situation, qu'on se retrouve avec le même virus ou un autre virus qui soit toujours dans le réseau de l'entreprise ou sur l'ordinateur qui avait été infecté au départ. Donc il faut faire particulièrement attention. Alors qu'est-ce qui nous réserve 2017 C'est difficile de faire des prédictions en général, toujours aussi nombreux a priori. Certains prédisaient une baisse des ransomware, ça n'a pas eu lieu. Et donc en 2017, la plupart s'accordent pour dire que ça va continuer. Manifestement, les objets connectés seront au cœur de cette menace. Ils seront manifestement ciblés. Certains objets connectés ont une sensibilité particulière. On parlait des voitures tout à l'heure. Les objets utilisés à des fins médicales, évidemment, et tous ceux qui peuvent attenter à la vie, peuvent être une cible intéressante. Les systèmes qui les pilotent, les systèmes qui collectent de l'information à leur sujet, tout un tas d'inquiétudes supplémentaires pour les utilisateurs. Il y avait ce dessin qui a été diffusé il y a quelques mois. Je pense qu'il est assez prémonitoire de ce qui nous attend et des intentions des délinquants. Et puis, on l'a vu pour les télés.
On est face à un ordinateur, on se dit oui, va y avoir un moyen de récupérer. Si son frigo, l'écran marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Le réparateur de réfrigérateur n'a pas forcément les outils pour répondre à ce type de problématique. Et là, c'est un exemple trivial, mais le réparateur de télé, a priori, n'a pas ce type de réponse aujourd'hui. Et donc, quelque chose à suivre pour l'année prochaine. Peut-être un pari pour l'année prochaine. Merci bien.